Nadège Poitou-Besso. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous êtes la secrétaire adjointe de la Société ivoirienne de microbiologie. Vous êtes également membre du bureau de l'Association des femmes enseignantes chercheurs de Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi maître de recherche en microbiologie. Et je précise que vous êtes en service au Centre de recherche océanologique de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Juste à côté de vous, nous avons le docteur Adjoumani Kouakou-Rodrigue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'unité de formation et de recherche des sciences fondamentales et appliquées de l'université Nangui Abouboua d'Abidjan. Voilà, vous réalisez pas mal de travaux, n'est-ce pas, sur la production de l'énergie et surtout du biogaz. À côté de vous, nous avons monsieur Koné Nazéré Daouda. Bonjour, monsieur. Exactement, bonjour, monsieur. Vous êtes chargé de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage au réseau des organisations de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, RODS. Exactement. Très bien. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Peut-être une petite parenthèse pour préciser que nous regrettons l'absence sur ce plateau des décideurs publics qui ont dûment été invités. Je veux faire allusion aux représentants du ministère de la Recherche scientifique, au ministère des Ressources animales et halieutiques, qui ont été invités, mais n'ont pas donné de suite à notre invitation, tout comme le ministère de l'Environnement, qui a été sollicité en plan B, mais qui aussi n'a pas donné de suite. Donc nous allons donc discuter de ces questions avec les panélistes que nous avons. Alors pour commencer, madame Nadège Kouakou, madame Nadège Poitou-Besso. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les recherches que vous menez, notamment au Centre de recherche océanologique, sont prises en compte par les autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, surtout dans un contexte où on sait que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays côtiers, fait face, n'est-ce pas, à un problème d'érosion côtière. Est-ce que les recherches que vous faites, les résultats que vous produisez là-bas, vous avez l'impression qu'ils sont pris en compte par les autorités publiques lorsqu'elles doivent élaborer les politiques publiques? Merci. Alors, le Centre de recherche océanologique effectue des missions nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique. Et à ce titre, elle fait des recherches en vue de préserver l'environnement et en vue de protéger également cet environnement-là. Alors, nos recherches que nous menons, effectivement, sont prises en compte concernant l'érosion côtière. Il faut dire d'abord qu'au Centre de recherche océanologique, nous avons 4 départements. Nous avons le département aquatique, nous avons le département environnement, le département ressources aquatiques vivantes, et puis un département chargé de la vulgarisation de l'information scientifique. Alors, concernant les recherches au niveau de l'érosion côtière, nous avons tout le département environnement qui s'en occupe. Et effectivement, les recherches que nous menons sont prises en compte parce que nos travaux ont permis de dire aux décideurs que le trait de côte, c'est-à-dire grâce aux travaux du CRO, on a pu dire au gouvernement que l'embouchure a bougé de 2 km en 30 années, avec une vitesse qui a atteint 170 mètres par an sur les 4 dernières années. Donc, avec toutes ces informations, le gouvernement a mis en place des travaux en vue de protéger surtout la région de Grand Laon. Voilà, donc je peux dire que nos travaux ont porté. Merci Madame Poitou.
Je m'adresse maintenant à vous, M. Adjoumani Kouakou. Vous avez effectivement vous aussi réalisé pas mal de travaux ces derniers temps, dont l'un des plus récents, n'est-ce pas, est cette conception et réalisation d'un système de chauffage des poussins, des élevages de poulets, et des travaux qui vous ont valu d'ailleurs un prix tout récemment, il y a à peine une semaine. Vous avez reçu le deuxième prix, n'est-ce pas, d'encouragement lors de la 11e édition, pardon, le premier prix, voilà. Premier prix d'encouragement lors de la 11e édition des prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'était il y a juste un peu plus d'une semaine, comme je l'ai dit. Alors, au-delà de cette distinction, cette étude qui a été réalisée quand même il y a un peu plus d'un an, est-ce que des mesures ou des directives ont été prises depuis que cette étude est sortie pour améliorer, n'est-ce pas, l'accès ou bien l'entretien de l'environnement et l'accès à l'énergie, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans cette étude? Merci. La valorisation de la richesse du pays, c'est une stratégie pour son développement. Donc, il a noté que bien mon collègue l'a souligné, il y a des progrès qui ont été faits dans l'intégration des résultats de la recherche dans les pays. Mais cependant, il existe beaucoup de défis, comme c'est le cas d'autres recherches, ou par exemple, je crois que ces travaux-là, de façon connue depuis au moins 2022, mais je ne sais pas encore Alors, monsieur, je vais maintenant m'adresser à monsieur Koné Daouda. Vous êtes donc, comme je le disais, vous travaillez pour l'Europsi, qui est une organisation qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire et apporte sa contribution dans l'atteinte des objectifs de lutte contre le paludisme. On sait que les ONG en général exercent une certaine pression, un certain lobbying auprès des gouvernements. Est-ce que ce rôle d'accompagnement, vous avez souvent attiré l'attention de l'État ou de ses représentants sur les conclusions d'une étude sur le paludisme, par exemple, puisque c'est votre zone de prédilection? Merci beaucoup, M. Julien. Je suis effectivement M. Koné, je suis sur la société civile. Si je vais être plus concret, c'est vrai que je suis là aujourd'hui au nom du réseau des organisations de lutte contre le paludisme. Je pourrais dire que je suis carrément de la société civile, santé. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des ONG de santé de Côte d'Ivoire et membre aussi au secrétariat de la plateforme des réseaux effectifs et a fait un plaidoyer dernièrement sur la subvention QFID qui a été suspendue et qui a fait beaucoup de tâches. La santé est basée sur 3 éléments très principaux, je dirais, le public, le privé et la communauté qui est représentée par la société civile. Alors, je pourrais dire que le compte 3 dans ce sens, en termes de plaidoyer, tout ce que vous savez pour accompagner l'État. C'est justement le rôle que nous avons. Alors, aujourd'hui, on parle de preuves scientifiques. Dieu merci. Depuis l'avènement du Fonds moderne, par exemple, en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes allés de preuve à preuve. Aujourd'hui, nous sommes dans une initiative où on demande que la communauté elle-même participe au suivi dirigé. Donc, ce suivi-là, il va être dirigé par la communauté. Elle va permettre donc d'avoir des évidences au cours des enquêtes. Je vais dire en sorte qu'on a beaucoup évolué. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau du PNLP par exemple, il y a un groupe scientifique d'appui qui accompagne le PNLP et qui fait beaucoup de travaux. Et les résultats de ces travaux-là nous permettent quand même de faire beaucoup de propositions et de plaidoyer. Aujourd'hui, nous allons impliquer beaucoup plus la communauté sur des questions de prise en charge précoce, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait une forte pression du paludisme par exemple dans la communauté, et avec des entraves, je veux dire, des contraintes qui empêchent cette communauté à tous venir à l'hôpital. Donc il y a un système qui a été mis en place pour qu'il y ait quand même une prise en charge précoce dans la communauté. Tout ça, c'est grâce aux recherches. Et nous continuons à faire le plaidoyer pour que
Merci. Alors, je reviens à vous, Madame Nadège Kouadjo-Besso. Vous avez, par exemple, réalisé en 2017 une étude sur la consommation de la viande de porc et les facteurs de risque liés à une maladie appelée Yersinia. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Yersinia enterobacter, c'est dans la filière porcine en Côte d'Ivoire. Et en 2018, vous avez réalisé une autre étude importante, n'est-ce pas, sur l'évaluation de la qualité sanitaire et nutritionnelle des produits de la volaille contaminés par les salmonelles en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement prête une oreille attentive à vos recherches? Est-ce que, dites-nous un peu par rapport à ces études précises, quelles mesures, quelles décisions, en tout cas, dites-nous comment elles ont influencé les politiques publiques. Merci. Alors, il faut dire que je travaille avec une équipe de veille de sécurité sanitaire des aliments. Alors, nous avons effectué beaucoup de travaux, dont ceux que vous venez de citer. Alors, à partir de nos travaux, il faut dire que l'État a créé une agence de sécurité sanitaire des aliments depuis 2024, je crois. Il y a une agence de sécurité sanitaire des aliments qui est logée au Canada. Et 40% des travaux que nous avons effectués de notre équipe, les 40% des travaux de notre équipe sont utilisés comme appui pour cette agence-là. Donc, je peux dire que oui, nos travaux contribuent. Est-ce que vous avez des évidences qui peuvent nous permettre d'établir avec certitude que la création de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments en 2024 a été, je veux dire, impulsée par les travaux que vous avez effectués avec votre gouvernement de parler? Parce qu'on peut bien se dire que le gouvernement avait déjà la création de cette agence dans son agenda. On peut se dire effectivement, mais il se trouve que nos travaux ne datent pas de 2020. Ce sont des travaux que nous avons commencés depuis les années 99, avec le professeur Thomas Dadier. Il y a le professeur Kabou, qui fait partie de l'équipe, qui est membre même de cette agence. Voilà. Donc, vraiment, on s'appuie sur ce que nous faisons, et même sur les personnes ressources de notre équipe. Monsieur Dr Rodrigue Adjoumani Kouakou, comment faites-vous lorsque vous réalisez des études importantes, comme par exemple celle que vous avez faite et que j'ai citée tout à l'heure, en l'occurrence le réchauffement ou bien le système de chauffage des poussins au biogaz? Comment faites-vous lorsque vous avez réalisé une telle étude? Est-ce que vous portez ces résultats à la connaissance du gouvernement? Est-ce que vous les portez à la connaissance de la presse? Ou est-ce que vous restez tout simplement tranquille? Comment vous faites pour que cette étude puisse générer un impact auprès des décideurs? Okay. Donc, je vais un peu rappeler brièvement l'historique de mes travaux. Mes travaux ont débuté à travers par une entreprise agricole qui s'est fait installer un bâtiment moderne dans une localité à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de Pont. Et après 6 mois de fonctionnement, elle n'avait pas besoin de toucher. Elle voulait augmenter son rendement. Voilà, donc c'est une société agricole qui vend les sous. Bon, après 6 mois de fonctionnement, elle a vu. Cette société a inondé le village des champs de blé. Il y avait un problème sanitaire, donc elle a pris conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est ainsi, dans la quête de trouver une solution, je crois que c'était comme ça un peu de test, ils sont tombés sur, on s'est rencontrés à une réunion où j'ai dit que c'était possible qu'on pouvait résoudre. L'entreprise s'est portée volontaire à financer d'abord,
Ça, c'est là l'histoire. Donc, les plus de deux gesteurs ont été financés par ces entreprises. Il y en a deux entreprises qui ont financé, et ensuite, on est allé à la valorisation de leur centre de poules. Bien vrai qu'elles vendent ces centres de poules à des suppléments du Sud pour faire l'amendement des essais, mais ce n'est pas tout clair. Les centres de poules issus des bâtiments modèles là ne sont pas valorisables à notre échelle. Et c'est le problème. Et on a pu installer un dispositif pour produire du biogaz et en même temps leur montrer l'importance qu'on pouvait, cette entreprise pourrait importer près de, lorsqu'elle chauffait ses poussins, pouvait acheter jusqu'à 8 millions de gaz butane, de francs CFA, 8 millions. Et grâce à notre recherche, je crois que ça a diminué. Voilà, pratiquement un des de ces 8 millions. Ce soir, que ce sont cet argent-là qu'elle a investi. Et il y a eu l'appel à projet FONSTI, le fonds de la finance, et avec le financement qualifié, et nous avons profité. Et nous avons essayé de le faire dans une autre ferme aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que l'historique de notre travail a pu améliorer un dispositif, un système de chauffage. Donc, voici un peu comment nous réalisons nos études, c'est-à-dire appui du privé. Appui du privé, on était vraiment, et puis ensuite les financements qui viennent des organismes. Oui, ma question était précisément de savoir, une fois que vous avez conduit un tel projet jusqu'à terme et avoir pu mettre en évidence son efficacité, comment vous faites pour que les autorités puissent s'appuyer sur votre exemple, sur cet exemple, pour peut-être modifier leur politique publique ou orienter, ou du moins orienter les politiques publiques? Est-ce que, quand vous avez constaté que votre expérience a marché, oui, est-ce que vous appelez peut-être quelqu'un au ministère des Ressources animales et halieutiques ou au ministère de l'Environnement pour dire voilà, nous avons fait si ça marche, ou alors des journalistes? Comment ça se passe? Bon, les centres de recherche, nous produisons un rapport d'activité et que nous soumettons à la hiérarchie, qui est chargée à son tour de l'envoyer au niveau des ministères pour que les décideurs puissent avoir les infos. Donc il y a déjà un cheminement qui est déjà établi. En plus de ce qu'il a dit, la participation au séminaire, la participation aux ateliers, à chaque fois qu'il y a des décideurs, c'est une occasion belle pour présenter les résultats des recherches. Et de votre côté, monsieur Koné, comment ça se passe au niveau des ONG? Est-ce que vous faites une sorte de veille sur les résultats de la recherche scientifique qui sont produits en Côte d'Ivoire pour voir, n'est-ce pas, ceux sur lesquels vous allez asseoir votre plaidoyer, ou alors vous attendez de la presse pour voir qu'est-ce que les journalistes en disent? Comment vous procédez pour être au courant de l'information scientifique, de la recherche scientifique, avant, n'est-ce pas, de baser là-dessus votre plaidoyer auprès du gouvernement? Merci. Je pense qu'il faut le reconnaître. Au départ, il y a 10 ans par exemple, c'était très difficile. Ensuite, on a commencé à nous rapprocher de déjà avoir des évidences, je veux dire des études, les résultats de ces études-là, qu'on utilisait pour nous rapprocher des programmes de santé du ministère de la Santé. Et certains de ces résultats ont permis quand même de prendre des décisions et de changer des stratégies dans les plans de ces programmes. Ensuite, on a nous-mêmes commencé à participer à l'évaluation des plans stratégiques des programmes. Et en participant à l'évaluation, on a donc sorti des cas, fait des recommandations. Et après, avec le groupe scientifique d'appui, on a participé nous-mêmes à des études avec le ministère de la Santé, ce qui a donc facilité l'élaboration de nouveaux plans, de mise à jour des plans existants avec des stratégies basées sur la communauté. Au-delà de ça, quand il y a des difficultés, évidemment,
notamment sur les questions de mobilisation des ressources et tout ça, le plaidoyer nous permet quand même de soit améliorer la prise de décision ou carrément de changer la décision. Par exemple, sur les questions de PEP, il y a quelques années, et ça a été confirmé dans le PEP, c'est le programme de vaccination qui a commencé à nous dire qu'il fallait que la Côte d'Ivoire commence à voir comment prendre en charge tous ces vaccins qui sont pour le moment gratuits sur la base des subventions de nos partenaires. Alors, il y a quelques années, on a commencé à voir comment faire en sorte que le pays se prépare à passer à cette étape qui est assez importante parce qu'il faut le savoir, on continue de dépenser des millions, par exemple, juste dans la mobilisation sociale, dans la mobilisation communautaire, pour que ces vaccins soient utilisés et ne soient pas périmés. Alors donc, quand c'est de tels problèmes systémiques, seul le plaidoyer jusqu'au haut niveau peut nous permettre d'atteindre des résultats. En tout cas, je dirais que ça commence à marcher et nous attendons certes des résultats d'études, mais quand c'est possible, nous participons avec le programme, avec le ministère de la Santé, à des études pour avoir des évidences et faciliter le plaidoyer. Oui, voilà, donc je voulais ajouter, il faut noter que je dois remercier Philippe Manière parce que je crois que c'est la première revue qui a eu à diffuser les résultats. Et il faut souligner que s'il y a eu le prix ASCAD, je crois que tout est parti de là. Donc je tiens à souligner à travers le journaliste Guessé Siaka. Merci pour cette hommage. Donc c'est important que la presse. Oui, justement, parce que la question que je voulais adresser tout de suite, c'était celle de savoir quelle est l'importance, ou bien quels sont vos rapports avec la presse dans ce processus de plaidoyer auprès du gouvernement en ce qui concerne monsieur Koné, et dans ce plaidoyer, n'est-ce pas, non, pas ce plaidoyer, c'est facile, c'est-à-dire dans le processus d'information du gouvernement en ce qui concerne les deux chercheurs. Donc j'allais demander quelle est la place de la presse. À quel moment sollicitez-vous la presse dans ce processus? Vous avez le micro. Oui, en tout cas, je viens de montrer l'importance. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai pas fait au séminaire, aux ateliers, mais c'est pas ça. Et lorsque c'était à une photographe, des points d'aide, il y a eu aussi la balance a pris une certaine dimension. Et aujourd'hui, si je suis connu à avoir le prix ASCAD, je crois que c'est pas là. Donc voilà la presse, où la vision des résultats a été vraiment, en tout cas, ça fait un effet incroyable. Oui, Madame Kwadjo. Je pense qu'il m'a vraiment mis de l'eau à la bouche. Je dirais que dernièrement, quand il y a eu la suspension des subventions USAID, il y a eu, la société civile a fait une conférence de presse qui a été beaucoup relayée. On a attiré l'attention sur le potentiel d'ARP, etc. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Et cette conférence de presse s'est passée dans la plateforme des réseaux dont nous sommes membres. Et dans cette plateforme des réseaux, il y a le réseau des journalistes, le REPMASI, les médias, le réseau des journalistes et médias de lutte contre le VIH/SIDA, qui joue un rôle important d'orientation sur toutes les questions de communication. Elle est entièrement avec nous et ça facilite un peu le relayage de toutes nos actions, y compris les actions de plaidoyer. Donc je pense que le rôle du journaliste sur les questions de communication est central. Madame Kwadjo. Effectivement, le rôle du journaliste est central. Mais généralement, le chercheur, c'est quelqu'un qui est entre, je dirais, 4 murs, qui a le nez plongé dans ses affaires, qui ne communique pas vraiment beaucoup. Et ça, c'est malheureusement, c'est une tâche pour le chercheur. Nous faisons des travaux, nous avons des résultats qui sont intéressants, mais comment faire passer l'information, on ne sait pas le faire. Alors, donc, il serait intéressant vraiment d'être accompagné, que ce soit toute une équipe. Il y a ceux
qui savent faire la recherche, je dirais ça comme ça, qui sont plongés dans la recherche, et puis peut-être dans l'équipe quelqu'un ou bien des chargés de communication pour qu'on puisse vraiment informer l'opinion publique, qu'on puisse valoriser cette information-là qu'on a trouvée. Et donc ça, c'est vraiment au niveau des chercheurs, je dirais. Et vous avez le micro, vous le gardez, Madame Kwadjo. Dites-nous, quelles difficultés est-ce que vous rencontrez dans ce processus d'information des autorités publiques sur les travaux que vous menez, que vous conduisez jusqu'à leur terme? Est-ce qu'il y a forcément des obstacles, quelque part, des anicroches? Oui, il y a des difficultés. Déjà, depuis ce matin, on ne fait qu'en parler pour le financement et autres, ça, ce sont des difficultés. Mais encore, quand on a eu à faire le travail, à mener le travail de recherche, le scientifique, c'est quelqu'un qui va utiliser, qui ne sait pas toujours se faire comprendre. On va utiliser des grosses expressions, on va produire un article, on va vous parler de Yersinia Enteropolitica, on va vous parler de noms, de gros noms scientifiques. Mais le décideur, il ne comprend pas ça. On va même produire parfois des documents qui font plus de 100 pages et tout ça. Non, lui, il veut une réponse, il veut quelque chose de pragmatique. Si vous buvez ce verre d'eau, il y aura, si 10 personnes ont bu de ce verre d'eau, 8 personnes en mourront dans 2 ou 3 jours. Ça, ce sont des choses que le décideur comprend facilement. Mais si on vient lui dire que dans ce pot, vous avez Salmonella typhimurium, et puis vous verrez que le message. Donc, on a des difficultés à faire passer le message en tant que chercheur. On a des difficultés à faire passer le message pour que les décideurs puissent le comprendre, c'est-à-dire simplifier en fait le message, le rendre accessible au plus grand nombre, au commun, en griffe, je dirais, au commun des mortels. Le rendre accessible, c'est difficile. Donc ça, c'est une difficulté que nous rencontrons. Merci. Rodrigue Adjouani-Papou, qu'est-ce que répondez-vous à cette question, les difficultés que vous rencontrez au moment où il faut, n'est-ce pas, faire en sorte que les autorités publiques, les décideurs prennent la pleine mesure, n'est-ce pas, de l'importance des travaux que vous réalisez? Bon, ce que je peux dire, on n'a pas une structure où d'abord les résultats peuvent être une structure qui permet de faciliter l'intégration. On a des résultats, ça reste dans les institutions. Il n'y a pas une structure qui permet de pouvoir gérer ces résultats-là en termes de résultats de la recherche et puis l'intégration politique. Je crois que c'est aussi le doit être. Monsieur Koné, excusez-moi les noms, ça Monsieur Koné, quelles difficultés est-ce que vous rencontrez dans votre plaidoyer auprès du gouvernement? C'est-à-dire lorsque vous avez, au niveau de votre organisation, de votre ONG, vous avez adopté une position que vous voudriez, n'est-ce pas, faire au gouvernement. Quelles difficultés est-ce que vous rencontrez dans ce processus de les convaincre? Alors, je prendrai le dernier en date, suite à la suspension des subventions américaines. C'est posé un énorme vide au niveau des activités communautaires qui accompagnent les activités de l'État. Alors, vous savez que ça a eu le mérite de montrer que certains, je dirais plusieurs de nos programmes cruciaux de santé sont, je dirais, dépendent des subventions extérieures. Donc cette suspension a révélé cette situation. Et la société civile s'est organisée et a fait cette conférence de presse pour vraiment, je dirais, pour faire l'état des lieux, montrer aux gens qu'il y avait un souci et appeler l'État de Côte d'Ivoire à prendre des décisions pour combler les gaps, notamment sur la question des ruptures, des risques de rupture des ARV. Alors, l'État évidemment a réagi
Mais je pense que l'État a mis en place, au cours de certains travaux, un plan de contingence pour juguler un peu cette situation. Mais ce plan de contingence, en État, ne répondait pas aux attentes de la société civile. Donc la question cruciale tournait autour des ressources additionnelles qu'il fallait trouver. Et donc le plaidoyer, quand il porte, reste la difficulté de mobiliser les ressources. Ce qui n'était pas évident, mais je pense que ça a eu au moins le mérite d'attirer l'attention sur le fait qu'il faudra désormais qu'on penche un peu sur la mobilisation des ressources locales, en complément certainement de tout ce qui s'est fait, mais il faut que nos programmes cruciaux dépendent de moins en moins des financements extérieurs. Parce que si le Fonds mondial suit l'exemple du président Trump, ça sera très compliqué. Donc, je peux dire que le plaidoyer a certainement porté, mais après, le problème n'est pas forcément réglé. Donc, on continue de faire ce plaidoyer, et puis ensemble voir comment on peut trouver la solution. Merci. Monsieur Adjumani Kwaku, vous avez évoqué l'absence d'une structure. Est-ce que le conseil scientifique pourrait inclure peut-être cette structure que vous appelez le GOVE? Oui, ça peut être le conseil scientifique peut être une structure qui peut répondre à même. Parce que, en tout cas, c'est un élément central. C'est vrai qu'on a des besoins, mais il faut les intégrer au côté de cette structure chargée de ça du peuple, qui pourra permettre, par exemple, je vais demander ce qu'il vient de dire, s'il y avait une structure, on allait pouvoir essayer de voir comment on appelle, de manière locale, comment on pouvait gérer ça, et puis voilà, là, on voit que même la réponse de l'État n'a pas été celle que la population attendait. Voilà, donc vous voyez que cette structure avant. Donc le conseil scientifique peut être aussi une solution. Bon, est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'une structure qu'on appelle Réseau international en conseil scientifique francophone, il y a une branche francophone, jusqu'à quelques chercheurs ivoiriens sont au courant de son existence? Ce réseau, c'est un réseau international. Il y a le réseau international, mais il y a une représentation dans un certain nombre de pays francophones. Le réseau francophone a été créé il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que, après dire, je n'avais pas connaissance, je crois que c'est quand moi j'ai approché le journaliste Fiaka que j'ai compris qu'il y avait des journalistes scientifiques intéressés à la science, sinon, voilà, très dire. Et beaucoup de mes collègues comme ça sont, voilà, parce qu'elle disait, on est entre 4 vues et on fait nos recherches, voilà, on a des publications scientifiques qui nous intéressent. Voilà, un peu donc, et ça, je tiens beaucoup à saluer le journaliste parce que c'est passé par moi aussi que j'ai vu, voilà, l'importance des journalistes qui s'intéressent à la science, à la valorisation de nos étudiants. C'est pas seulement que nous, tels que nous sommes formés, la valorisation scientifique de nos résultats doit passer par des publications scientifiques dans des revues scientifiques. Ok, Madame Besso, que suggéreriez-vous, n'est-ce pas, pour l'amélioration de la prise en compte des résultats scientifiques, pour l'amélioration, n'est-ce pas, des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire? L'amélioration de la prise en compte des résultats de la recherche dans les politiques publiques en Côte d'Ivoire. Que suggéreriez-vous? Alors déjà, je suggérerais que les décideurs soient formés, qu'il y ait une formation pour qu'ils comprennent la nécessité d'intégrer les résultats de la recherche dans leurs décisions. Et ça passe par une formation. Beaucoup de décideurs ne voient pas l'intérêt de la recherche. Donc il faut une formation, il faut qu'on puisse leur faire prendre conscience de ce qu'ils gagneraient à intégrer les résultats de la recherche dans leurs décisions. Il y a ça. Ensuite, ça dépend des priorités.
niveau des décideurs. Le politique, il a ses priorités. Il peut décider de se concentrer sur la recherche de minerais plutôt que de voir un autre intérêt que nous les chercheurs, on verrait plus pertinent. Mais le politique, il fera son choix. Voilà ce qu'il y a. Il y a toutes ces... Si on peut améliorer à ce niveau, voilà. C'est la dernière question avant qu'on passe un tour dans la salle. Monsieur Monet, alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour avoir une meilleure prise en compte des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire? Déjà, je remercie les chercheurs qui fassent beaucoup d'efforts pour mettre à disposition des évidences qui, comme a dit Mme Badiou, laissent le choix aux politiques de prendre la décision. Il s'avère souvent que cette décision, les résultats de la recherche ne sont pas suivis en termes de décision. Et je prends l'exemple de la société civile sur les questions de mobilisation des ressources locales. Après cette décision, ce qui nous fait beaucoup parler jusqu'à maintenant, nous avons regardé dans les documents, on a fait un revue documentaire sur tout ce qui pourrait être stratégie au niveau national. Et avec la direction de la santé communautaire et la promotion de la santé, on a sorti une stratégie qui existait depuis 1996, qui était un décret présidentiel, pour mettre en place une plateforme multisectorielle de lutte contre les pandémies et de promotion de la santé, et qui prévoit en son sein la mobilisation des ressources locales. Donc vous voyez que c'est des résultats de recherche qui ont permis de prendre un tel décret. Mais ce décret dort dans les placards et on attend jusqu'à ce qu'on soit coincé, peut-être pour voir qu'on le met en œuvre. Nous, on s'en est saisi en tant que société civile et on a réussi à mettre en place aujourd'hui, sur la base de cet arrêté-là, le comité régional de l'action sanitaire dans 16 départements, avec comme premier instigateur le préfet, qui va mobiliser tous les services pour pouvoir questionner la santé selon la couleur locale. Bref, c'est quelque chose qui peut marcher et il faut dire qu'il faut féliciter déjà de l'existence de ces travaux-là. Mais après, il faut continuer à faire le plaidoyer pour que ces travaux soient suivis. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre les réactions dans la salle, les questions, si on a. Désolé, donc je disais que on va laisser les panélistes répondre très rapidement. Et je rappelais que la première question qui venait de notre consoeur demandait à Mme Bessot et à M. Kouakou ce qu'ils pourraient, n'est-ce pas, se reprocher lorsque leurs travaux ne sont pas pris en compte, même lorsqu'ils ont envoyé leur rapport à leur hiérarchie ou lorsqu'ils ont participé à des ateliers ou à des séminaires pour les présenter. Effectivement, encore pour répondre à votre question, lorsque nos travaux ne sont pas pris en compte, bon, ce qu'on se reproche, c'est de ne pas avoir, peut-être, maintenant que je sais, essayer de présenter aussi de manière générale les conclusions de nos travaux à la presse. Ça, je reproche ça. Voilà, ça, je reproche ça. Voilà. Et je crois que en allant vers la presse, j'ai eu encore d'autres sources de financement extérieur pour poursuivre encore mes travaux. Il m'a fait dû à la vulgarisation de mes travaux au niveau de la presse. Ça, je peux dire. J'ai eu encore d'autres sources encore, je crois voilà, des financements. Et ça, c'est la presse. Donc, je me reproche quelque chose, c'est de ne pas aller vers la presse, de toujours rester, de publier nos travaux de manière systématique dans les revues scientifiques. Voilà, ça, je le reproche. Sinon, nos conclusions, nos rapports sont effectivement, comme elle a dit, transmis à la hiérarchie, avec les perspectives. Ok, madame. Madame Bessot. Alors, il faut dire que
je regrette aussi, parce que quand je vois avant que l'équipe a effectué, on n'a pas vraiment communiqué. On s'est juste chargé de donner à la hiérarchie, de faire quelques publications, et puis nous sommes restés à ce niveau. Avec ce panel, je vois que je prends la résolution personnelle. Merci. Je lis vers la presse. Parce que ok, donc je voulais dire que vous gardez le micro pour répondre à la question de votre consoeur. oui, elle a demandé si c'était les résultats des projets qu'il fallait uniquement transmettre. Alors, il faut savoir que quand vous êtes dans une institution, tout ce que vous faites comme travaux, que ce soit parallèle, je dirais comme ça, reviennent d'office à l'institution. Voilà. Donc, nous faisons le travail, nous soumettons. Mais comme je l'ai dit, vraiment, nous ne poussons pas plus loin. Parce qu'on se dit toujours que bon, nous, on fait notre recherche, et il y a des voies plus autorisées pour faire le plaidoyer, il y a des voies plus autorisées pour vulgariser. Il y a des voies plus autorisées pour aller chercher les financements. Mais bon, je me rends compte qu'aujourd'hui, le chercheur doit essayer quand même de faire ces trois choses-là. Pouvoir faire la recherche, pouvoir la vulgariser, pouvoir chercher le financement. Tout ça, il faut le faire. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Je pense que sa question plus précisément essayait de demander quel était le sort des résultats des études qui n'avaient pas reçu les financements, qui n'étaient pas l'émanation des financements venus de l'État. C'est-à-dire que vous avez peut-être décroché un financement privé pour réaliser une étude que vous avez publiée dans une revue scientifique. Est-ce que ce genre d'études dont votre institution de rattache n'est peut-être pas au courant, est-ce que ce genre d'études suit le même cheminement en termes de valorisation de ces résultats? Je crois que c'était à peu près cela la question. Alors, généralement, ça suit le même schéma. C'est ce que j'ai dit au départ. Quand vous appartenez à l'institution, même si vous faites un travail, je dirais, si vous participez à un projet sous la coupole du centre, je prends mon cas, je suis au centre de recherche océanologique. Nous travaillons avec le centre de recherche de l'État et nous bénéficions d'un autre projet qui n'a rien à voir. Mais si je suis partie prenante de ce projet en tant que membre du centre de recherche océanologique, tout ce que je fais là-bas, ça vient aussi au niveau du centre de recherche océanologique. Et donc, nous faisons notre groupe, nous soumettons, et puis c'est au bailleur de décider ce qu'il. Alors, en ce moment-là, vous renvoyez au bailleur et non plus à votre hiérarchie. Ok, merci Madame Bessot. Monsieur Koné, je vous laisse le dernier mot sur ce plateau. Vous n'avez pas, aucune question vous a été adressée, mais je vous laisse le dernier mot. Excusez-moi encore. Alors, je peux dire, par exemple, avec mon équipe, nous faisons un travail en ce moment sur fonds propres. Nous faisons un travail de recherche sur fonds propres. Et nous avons des résultats. Nous avons commencé à faire des publications. Et avec ce qui ressort ici, je pense qu'on va se tourner vers la presse pour pouvoir communiquer sur ce que nous faisons. Le chercheur, on aime travailler en vase clos, on aime garder les secrets. Mais par moments, c'est bon de faire sortir l'information. Merci. Ok, merci madame. Monsieur Koné, votre dernier mot. Oui, je pense que je n'ai pas autre chose à ajouter que de faire un plaidoyer. Parce que, effectivement, avec la question de madame, on se rend compte qu'on a souvent besoin d'évidences qui existent, mais on n'a pas accès. On n'a pas d'informations sur l'existence de ces évidences. Donc, il y a beaucoup de travaux, des résultats qui vont pu permettre d'avancer sur cette